et la noblesse oblige, reçoit généralement les nobles. Et nous recevons aujourd'hui une grande personnalité de notre Église catholique, plus particulièrement de l'Église catholique de Kinshasa et de notre pays aussi. Et aujourd'hui, nous allons découvrir tout ce qu'il est et ce qu'il fait. Et il va nous donner aussi ce qu'il pense pour la société et pour l'Église. Voilà pourquoi nous recevons Monseigneur Fridolin Ambon. Bonjour, Excellence. Oui, Monseigneur, nous sommes venus vers vous pour connaître davantage, et tous ceux qui nous suivent veulent vous connaître davantage. Et nous avons essayé de collectionner quelques questions et nous allons vous poser aussi ces questions. Alors, la première question qui nous vient toujours à l'esprit, comment aimez-vous qu'on vous appelle lorsque vous étiez enfant? Et c'est le même nom que vous gardez aujourd'hui ou il y avait un nom d'enfance? Ben, depuis toujours, je me suis appelé, on m'a appelé Fridolin Ambongo. Évidemment, chacun prononce un peu à sa manière. Il y en a qui disent Frido, il y en a qui disent Fedori, il y en a qui disent comme on entend dans le village, quoi. Oui. Mais ça a toujours été mon nom, Fridolin Ambongo. Alors, Et à l'époque de l'authenticité, on a ajouté Bessungu. ah d'accord, donc c'était ajouté à l'époque de l'authenticité. C'était 1974, si je me souviens. Ouais, 73, 74. Voilà. Et vous avez été enfant comme tout autre enfant. Avez-vous un souvenir d'enfance, un bon souvenir d'enfance? Moi, je suis né et grandi dans une grande plantation d'EVA et de café à Boto. C'était un milieu très cosmopolite, les gens venaient de partout et j'ai vécu ma jeunesse dans un milieu cosmopolite, de telle sorte que j'ai connu le village de mon père, qui n'était pas très loin de la plantation, j'ai connu beaucoup plus tard. Comme souvenir, c'était quand on se promenait dans la plantation. Ceux qui connaissent la plantation d'EVA, ils savent que ce sont de gros arbres. Et nous, on aimait aller là-bas pour recueillir de latex. Latex, c'est la sève DVA. d'EVA coagulée. Et nous ramassions ce morceau-là. On étendait, quand c'était encore liquide, sur le ventre. Et avec ça, on avait une forme de vessie. On fabriquait des ballons et on jouait avec ça. C'est que, bon, tout petit, on avait cette belle équipe. On avait l'habitude de jouer au ballon, que ce soit le football, que ce soit le volleyball plus tard. Vous jouez à l'époque à quel poste? Si vous avez encore. Vous étiez À gardien? notre époque, ça variait. Il n'y avait pas de spécialisation. Aujourd'hui, on vous prend, on dit, ben, faites les gardiens et vous faites les gardiens. Et demain, on dit, vous êtes à la défense. Mais tel qu'on jouait, en tout cas, on courait d'un bout à l'autre. Avez-vous aussi un mauvais souvenir d'enfance? Mauvais souvenir, là, il faut y réfléchir. Mais de mon enfance, j'ai plutôt retenu de très, très beaux souvenirs. Vous avez passé une très bonne enfance. Alors, vous nous avez parlé de votre lieu de naissance et vous pouvez encore rappeler à ceux qui nous suivent où êtes-vous né, où avez-vous grandi? Mais je suis né dans cette plantation Qui de s'appelle Boto, Boto. OK. à Boto. C'était le 24 janvier 1960. C'est aussi dans cette plantation que j'ai commencé mes études primaires. Seulement, comme nous étions à l'époque où tout était dominé par les Belges, qui ne favorisaient pas beaucoup les études, il fallait traverser la plantation pour aller à l'école. De la grande plantation où nous étions, on pouvait étudier seulement en première et deuxième année primaire. À partir de la troisième année, il fallait traverser la plantation. Et c'était une distance de 2-3 kilomètres qu'on franchissait chaque jour pour aller de l'autre côté de la plantation. Mais ça donnait quand même un climat de communauté, l'esprit d'appartenance à une communauté, parce que ceux qui venaient d'autres côtés formaient
une communauté. Nous qui venions de Boto, nous étions comme une famille. Et généralement, comme ça se voit entre les enfants, après le cours, presque tous les jours, il y avait des bagarres entre nous. Et quand quelqu'un de notre groupe était frappé, tout le monde venait pour le défendre. On avait déjà la conscience d'appartenance à une famille. Pourtant, nous venions tous d'horizons divers, d'ethnies différentes, et on vivait là-bas. Donc, ça me donne quand même l'impression que, bon, je suis né et grandi dans un milieu extrêmement ouvert et extrêmement cosmopolite. Merci beaucoup, monseigneur. Et qui sont les parents qui vous ont engendré, papa et maman, sont encore en vie? Tous les Comment deux ça? sont déjà au paradis, j'en suis sûr. C'est d'abord papa qui est décédé. Quand j'ai fini ma thèse à Rome, je suis rentré ici en 1995. 2 ans après, il est décédé quand j'ai commencé mes enseignements ici à l'UCC. l'UCC. Ensuite, en 2004, j'étais nommé évêque le 22 novembre. Maman était encore en vie. Elle s'apprêtait à aller à Bukungui, qui est là pour la cérémonie d'ordination. Elle est décédée le 2 février 2005. C'est pratiquement un mois avant mon ordination épiscopale. Okay. C'est-à-dire, quand j'étais nommé évêque, maman était là. Mais elle a vécu l'événement, ouais. Mais c'est un peu comme l'expérience de Moïse. Hein, qui arrive sur le mont Nebo et voit la terre promise de l'autre côté. Le Seigneur lui dit, voilà, tu as assumé ta responsabilité, tu t'arrêtes ici, maintenant c'est ton fils qui va commencer une autre aventure, mais sans toi. Okay. Quelle langue parliez-vous lorsque vous étiez enfant? C'est le français ou... À la maison, on parlait notre dialecte. Moi, je suis Mbaka. Nous parlons ça, mais dans la plantation aussi, avec les autres qui n'étaient pas de ce groupe-là, on parlait de Lingala. Okay. Le français, nous l'avons appris à l'école. Avez-vous aussi, vous avez gardé encore vos amis d'enfance ou des personnes avec qui vous avez grandi, qui sont encore en vie et vous continuez à être en contact? Oui, c'est avec qui j'ai terminé l'école primaire. Je crois qu'il y a encore quelques-uns qui sont très liés à moi jusqu'aujourd'hui. Ah bon, ça c'est une chance. Ouais. Alors, vous vous souvenez encore d'une personne que vous aimiez beaucoup pendant votre enfance, qui était comme une sorte d'idole? Est-ce qu'elle a existé cette personne-là? Plus quand j'étais à l'école secondaire. À l'école primaire, l'idéal pour moi, un homme réussi et que je prenais pour le modèle, je voulais devenir, c'était le directeur de l'école primaire. Parce qu'il était, d'abord les enseignants, vous savez, à l'époque, oui. Les maîtres de l'école primaire étaient considérés comme le sommet de la connaissance. Quand le maître avait parlé, il n'y a personne qui osait remettre ce qu'il disait en doute. Et un jour, le directeur entre dans notre salle de classe. Évidemment, nous, tout petits, on paniquait, de terreur, on avait peur du directeur. Mais imaginez seulement que le directeur était le supérieur de notre maître, que nous considérions comme le sommet de la connaissance et même d'homme réussi, l'humanité parfaite. Alors celui-là était le supérieur. Pour moi, je voulais devenir directeur de l'école primaire. Vous ne vous rappelez plus de son nom? Si, c'était le directeur Vonga. Il est toujours en vie? Il est déjà au paradis. Il est déjà mort depuis très longtemps. Mais il faut quand même dire que dans le temps, les enseignants, c'était des gens respectés dans la communauté. C'était des gens que tout le monde considérait comme un modèle à devenir. Moi, je me souviens quand le maître passait dans le quartier, là où nous étions, même si tu étais dans la maison en train de manger ou faire autre chose, et tu apprenais que le maître passait sur la route,
tu sentais comme une obligation morale de sortir, courir vers le maître et faire le signe comme on nous avait appris. On faisait comme ça là, Comme pour des le scouts. saluer. On a appris ça du scoutisme. OK. Mais c'était pour exprimer notre respect, notre considération pour cet homme. Mais croyez-vous que cette belle époque peut encore revenir un jour? C'est possible. C'est possible. Il faut, en fait, ce qui a dégradé l'image du maître et de l'enseignant en général, c'est le mauvais traitement réservé à lui, le mauvais salaire qui lui est réservé. Mais il suffit d'améliorer sa situation pour que l'enseignant reprenne sa respectabilité et la considération qui est due à son rang dans la société. Et en parlant de l'enseignement, vous-même, vous avez aussi fait des études. Vous pouvez nous parler de votre parcours scolaire et académique? Mais j'ai fini l'école primaire à Boto et à la fin, nous avons présenté les tests. Parce que aller à l'école secondaire n'était pas donné à tout le monde. Et les écoles chez nous étaient gérées par les pères capucins. Or, la mission, le centre de la paroisse, était à 40 km de Boto, là où moi j'ai grandi. Les dimanches, les pères venaient, ils célébraient la messe et ils rentraient à Bouamanda. Le centre de la paroisse, c'est Bouamanda. Alors, quand j'ai terminé, nous avons fini l'école primaire, c'est le père Willy Barr, l'ancien inspecteur des écoles, est venu pour nous présenter les tests. Donc, de notre école, nous étions, en 6e année, nous étions une quarantaine, mais on ne pouvait prendre que 10 pour aller à l'école secondaire de Bouamanda, parce qu'il y avait 4 ou 5 écoles primaires qui devaient fournir les 10 personnes, les meilleurs élèves de l'école primaire pour l'institut. À l'époque, c'était l'école normale. Après, aujourd'hui, c'est devenu l'Institut Bongissa de Bouamanda. Mais on ne prenait que les meilleurs de ces 4 ou 5 écoles primaires qui étaient dans les environs, mais sous la gestion des pères capucins. Alors, vous pouvez imaginer comment nous, on tremblait à voir ces pères capucins barbus et qui nous donnaient le test de dictée. Nous, on n'était pas habitués à écouter la voix des Blancs, des Flamands à l'époque. Nous, on tremblait. Effectivement, à l'issue de ces tests, nous étions retenus 10 pour aller à Bouamanda. Et là, il y avait un autre test. 10 des 5 écoles. Chaque école donnait 10. Okay. Et puis, sur place, on ne pouvait retenir que 5. Il y avait encore un autre test sur place à Bouamanda. Et j'ai été retenu parmi les meilleurs. Nous avons commencé l'école secondaire à Bouamanda de 1974 à 1980. Là, j'ai eu mon diplôme après 6 ans à Bouamanda. Et après, donc, vous avez commencé l'université ou vous êtes entré au couvent, c'est-à-dire le parcours académique? Déjà à l'école secondaire, moi, j'étais très engagé dans le mouvement des jeunes. J'étais le responsable de Bidenga Mouinda de la paroisse. J'étais le dirigeant de la chorale. À l'école secondaire, l'internat était là, mais nous étions très engagés à la paroisse. Il y a encore des jeunes, je vois aujourd'hui des grands responsables qui étaient sous ma responsabilité quand j'étais responsable des jeunes à Bouamandada. Il y en a qui sont devenus des religieuses, des religieux, même des prêtres. C'est à partir de la 4e année, je me souviens, le père Gaspard, qui était le père de Brousse, la veille de mercredi des cendres, il m'a demandé de l'accompagner. Il allait dans le village distribuer les cendres que les catéchistes devaient appliquer sur le front des fidèles le jour le mercredi des cendres. Alors on est parti avec lui. Dans la voiture, il va me poser la question, mais pourquoi tu ne veux pas te consacrer au Seigneur, devenir prêtre?
moi j'étais surpris, pour dire la vérité. J'étais surpris non pas parce que c'est quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé, mais l'idée que cela pourrait être possible. Pourquoi? Nous sommes ici dans les années 76, 77. C'est l'époque de la zaïrianisation où les écoles ont été nationalisées, l'enseignement de religion a été supprimé dans les écoles. C'est dire chrétien dans tous les endroits officiels était mal perçu à l'époque. On avait même fermé le petit séminaire à un certain moment. Alors, quand le père m'a dit ça, je lui ai dit tout de suite, mais c'est impossible, je ne peux pas devenir prêtre. Il me dira, mais comment? Je dis, mais je n'ai pas fait le petit séminaire. Parce qu'à l'époque, si tu ne passais pas par le petit séminaire, tu n'avais aucune chance de devenir prêtre. Alors, ma réaction, c'était ça. Mais moi, je n'ai pas fait le petit séminaire, comment je vais devenir prêtre? Alors, c'est lui qui me dira, mais non, ce n'est pas obligatoire de passer par le petit séminaire pour devenir prêtre. Même ce que tu es en train de faire à l'issue de tes études, si tu réussis, mais tu peux continuer les études sacerdotales. Pour moi, ça a été le déclic. Penser que c'était possible. Mais pour dire la vérité, j'y pensais avant. Mais en me disant, c'est impossible, parce que je n'ai pas fait le petit séminaire. Alors, le fait que lui m'a parlé, c'était comme me réveiller à quelque chose qui était là, mais à laquelle je ne pensais pas. Sans engagement. Ouais. Effectivement, à partir de mes engagements au niveau de la paroisse, parce que tous ces capucins, pères capucins, ils nous accompagnaient. Pour nous, c'était vraiment des modèles, de vrais accompagnateurs spirituels. Quand j'ai terminé les études, tout de suite, nous sommes entrés au couvent. Nous étions à 2 avec un compagnon. À Boamanda. À Boamanda. Nous avons commencé le noviciat. On est entré en septembre 1980. Nous sommes entrés au couvent. Et je me souviens, à l'Immaculée Conception de 80, nous avons commencé officiellement. Le 8 décembre, nous avons commencé le noviciat. J'ai terminé le noviciat une année après, le 8 décembre 81. Et la même année, nous avons commencé la philosophie, qui était sur place aussi à Boamanda, parce que les Capucins avaient ouvert le philosophat à Boamanda pour tous les Capucins du Zaïre d'alors, du Congo-Brazza, de la République centrafricaine, du Tchad et du Cameroun. Donc la philosophie était à Boamanda. Et j'ai fait mes 3 années de philosophie à Boamanda, au philosophat Saint-Laurent de Brandt. J'ai terminé et puis je suis venu ici à Kinshasa en 84. Donc, quand vous avez fini la philosophie, directement la théologie ici à Kinshasa. J'ai fait la théologie ici à Kinshasa. On a commencé à Saint-Eugène-de-Masno. Et pour certains cours, nous venions suivre le cours à la faculté de théologie. C'est comme ça s'appelait à l'époque. La faculté de théologie, aujourd'hui l'Université catholique de Kinshasa. Et vous avez fini ici. Vous n'avez pas fait d'autres études à l'étranger? J'ai fini ici la théologie. Et puis, après la formation classique, nous avons reçu le diaconat à Saint-Eugène-de-Masno. C'est Monseigneur Tibango qui nous a ordonné diacre en 87. Et j'ai fait ma 4e année de théologie comme diacre. Donc, j'ai exercé le diaconat tout en terminant la 4e année qui était considérée à l'époque comme une année pastorale. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait plutôt en pastoral. Et j'ai exercé mon année diaconale à la paroisse Saint-Noé Mawagali. Ah bon? À Mongafula. Qui était le curé à l'époque?
Ben, c'était le prémontré, parce que nous, les Capucins, nous n'avions pas eu de maison à Kinshasa. Nous logions au monastère, chez le prémontré. Chez les prémontrés, oui. Dans la vallée du campus. L'université, oui. La vallée du campus. Et puis, on allait là-bas, comme c'était la paroisse gérée par le prémontré. C'est là que j'ai exercé mon diaconat. Après cette année, quand nous avons terminé la 4e année, nous étions partis à Boamanda, qui est ma paroisse d'origine, pour l'ordination sacerdotale. De Monseigneur Joseph Kesenge, évêque de Molegbe à l'époque. C'est lui qui m'a ordonné prêtre le 14 août 1988. 14 août, ouais. Et je me souviens le jour de mon ordination, parce qu'il y a des capucins qui avaient abandonné des paroisses, j'étais nommé immédiatement curé d'une grande paroisse à 42 km de Boamanda. Ah bon? Et j'étais en même temps nommé père de brousse. Je faisais le tour de village et je dois dire cette paroisse était très peuplée avec plus de 150 villages qu'on appelle aujourd'hui communautés ecclésiales de base. Okay. Donc, je faisais le tour de ces villages et je dois dire que ça a été une expérience qui m'a beaucoup marqué. Le contact avec les fidèles. Sillonner les villages pour affermir la foi des fidèles. L'accueil réservé aux pasteurs. Et vous savez, quand on est jeune, on ne sent pas la fatigue. Hein? Okay. On pouvait visiter les villages presque tous les jours. On allait dans un village. Ça a été une très, très belle expérience pour moi. Pour ne pas vous couper la parole, Monseigneur, c'est sûrement une parenthèse. Je remarque que les chiffres 8 est très significatif dans votre vie parce que je vois vous êtes ordonné au mois d'août. Vous avez été ordonné en 1988. Je vois vous êtes devenu archevêque de Kinshasa en 2018. Avant de continuer, le chiffre 8 vous dit quelque chose. Je ne sais pas si encore, si je vais continuer à fouiller pour voir. À l'âge de 58 ans. À l'âge de 58 ans. Je ne sais pas. Vous avez une relation avec le chiffre 8, les 8 béatitudes. Je ne sais pas, moi, vous pouvez dire quelque chose au sujet avant de continuer votre parcours académique? Je n'y ai jamais pensé. Je constate, comme vous aussi, qu'il y a cette prédominance du chiffre 8 dans mon histoire. La signification, je ne sais pas. D'accord. Et après, quand vous avez fini votre pastoral, ministère comme curé? Alors, quand j'ai terminé là-bas, j'étais nommé ici à Kinshasa comme responsable de notre maison de formation. Entre-temps, nous avions la maison à la 5e rue, les Capucins. Oui. C'était aussi le moment pour reprendre ma licence en théologie morale. Donc, revenu à Kinshasa en 89, j'ai commencé le cours ici pour la première année de licence. Entre-temps, nous avions la gestion de la paroisse Saint-Christophe à Mbinza. Donc, chaque week-end et parfois durant la semaine, j'allais célébrer la messe dans cette paroisse-là, Saint-Christophe. Il y a encore des gens de Saint-Christophe qui se souviennent de moi, mais c'était notre jeune prêtre à Saint-Christophe. Et partant de Saint-Christophe, nous avons commencé à animer la sous-paroisse Sainte-Catherine. De Sienne. Oui. Catherine de Sienne, je pense. De Sienne. Qui est devenue aussi paroisse pendant que nous étions là. Ouais. Nous avions la gestion des 2 paroisses, Saint-Christophe et Sainte-Catherine. Et je me souviens bien, quand j'allais à Sainte-Catherine, il y avait une fête là un jour, et le curé doyen est venu à cette célébration. Et le curé doyen, c'était le père Édouard Kisonga, qui est aujourd'hui l'évêque auxiliaire ici. J'ai travaillé avec lui. Il était mon curé doyen. Ah bon? Quand nous étions à Sainte-Catherine. Ça, c'est beau. Alors là, ça a duré 2 ans, cette expérience à Saint-Christophe et Sainte-Catherine, de 89 à 2001.
quand j'ai terminé ma licence ici à la faculté de théologie, en 2001, je suis parti à Rome pour préparer ma thèse de doctorat. D'accord. J'ai fait 4 ans à Rome, à Alfonsianum. J'ai soutenu ma thèse en 1995. J'ai mis presque 2 mois après pour étoffer le texte. La thèse, publié. en quelle année? La thèse en 1995. 95, ok. 1995. Ok, oui. J'ai publié presque 2 mois après et je suis rentré ici. De telle sorte qu'à partir de l'année académique 1995, j'ai commencé l'enseignement à l'UCC comme professeur de théologie morale. Professeur de théologie morale. Alors, vous avez fait la morale. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette théologie morale? Je n'ai jamais pensé faire la théologie morale. Déjà en théologie, j'étais passionné par le prophète Amos. Et je me souviens, mon mémoire de fin d'études était intitulé Amos, le subversif de Tekoa. Vous savez, Amos est originaire de Tekoa. Ouais. Et tout ce qu'il a fait, moi, ça me passionnait. Et j'ai commencé à m'intéresser au prophétisme dans l'Ancien Testament. Et le modèle des prophètes qui m'avait passionné, c'était Amos. Alors, quand j'ai fini, oui, revenu à Kinshasa pour commencer la licence, c'est là qu'il fallait choisir. Et c'est mon confrère, le père Léonard Van Balen, qui était professeur de théologie morale. C'est lui qui avait la chaire de la théologie morale à l'UCC. Oui. C'est lui qui va me dire, connaissant tes penchants, tes intérêts, je te propose de faire la théologie morale. Et je suis venu à l'UCC, j'ai commencé avec ça. Je me souviens très bien, j'ai terminé ma licence sur un thème. C'était, je ne me souviens plus là, c'était quoi encore? Foi et développement. Foi et développement, en partant de l'expérience de mes pères de Boamanda qui sont venus dans un milieu pauvre, les Capucins, qui sont venus dans un milieu pauvre et au nom de leur foi, ils se sont engagés dans une activité de développement pour promouvoir, pour relever le niveau de la population. Et c'est de leur expérience de foi qu'est né ce grand projet de développement CDI Boamanda, qui est quand même connu ici à Boamanda, très connu à Kinshasa, ici à Kinshasa, à travers le projet d'aide alimentaire, la farine de maïs qu'on distribuait dans les paroisses. C'est vraiment le fruit de ces pères capucins qui avaient pensé que vivre ma foi chrétienne doit avoir une implication sur mes frères et sœurs. Je ne peux pas prétendre être un bon chrétien si je ne fais rien pour aider mes frères à s'élever sur le plan de la dignité humaine, sur le plan de la considération pour la personne humaine. Alors, j'ai travaillé sur le projet CDI Boamanda, je suis allé mener des enquêtes à l'intérieur. Et pour cette partie, c'était le père Léon de Saint-Moulin qui m'avait accompagné pour la méthode d'enquête sur le terrain. Okay. Mais le directeur de ma thèse, c'était le professeur qui est devenu après Monseigneur Niémé. Okay. Niémé Tessé. C'était lui le directeur de ma thèse. J'avais déjà un penchant pour la question de la dignité de la personne humaine, la question de la justice, puisque j'avais travaillé sur le prophète Amos comme étudiant en théologie. Naturellement, quand je pars à Rome, c'était pour me spécialiser sur la question éthique touchant à la personne humaine. Amen. C'est ainsi que le thème de ma thèse, c'était la réhabilitation de l'humain, base d'un vrai développement au Zaïre.
La réhabilitation de l'humain, base d'un vrai développement au Zaïre. Parce que j'étais convaincu, et je suis encore plus convaincu aujourd'hui, que le Congo ne se redressera jamais si l'homme congolais, la personne humaine congolaise, n'est pas placé au centre des préoccupations de ceux qui décident. Les décideurs politiques, les décideurs économiques, aussi longtemps qu'ils ne mettront pas l'intérêt de l'homme congolais au centre de leurs préoccupations, nous allons passer à côté de l'histoire. Et c'est ce qui arrive maintenant. Ouais. Le pays est extrêmement riche, mais l'homme congolais est pauvre. Ce qui m'a permis de le faire, c'est une fois à Rome, j'ai présenté le projet de ma thèse. Le directeur m'a envoyé tout de suite à Londres, en Angleterre, pour mener des enquêtes à la Bibliothèque centrale de Londres sur la période de Léopold II. Voir comment l'homme congolais était traité à l'époque de Léopold II. La conclusion est claire. À l'époque de Léopold II, l'homme congolais était utilisé comme un outil de production, notamment pour ramasser les caoutchoucs naturels et l'ivoire. C'était l'unique richesse à l'époque. Ouais. Et nous savons que ça a été une période Difficile, atroce ouais. pour l'homme congolais. C'est lui qui n'amenait pas la quantité exigée par les agents coloniaux. Ce n'était pas encore la colonie. Les agents de Léopold II, mais on coupait les oreilles, on coupait les nez, etc. On coupait les mains. C'était atroce. Ceux qui ont réagi contre cette pratique, c'était d'abord des missionnaires protestants anglais qui ont écrit, qui ont protesté, et ça a fait de tollé en Europe contre Léopold II. Ce qui a obligé Léopold II à céder sa propriété, l'État indépendant du Congo, à la Belgique. Et quand les Belges ont pris le pays, c'était d'abord pour rectifier les erreurs de Léopold II. Malheureusement, cette période de rectification n'a duré que 15 ans. Quand la Belgique a découvert les minerais au Katanga, la Belgique a changé de méthode. Au lieu de corriger les atrocités, la Belgique a commencé aussi à son tour à utiliser l'homme congolais comme outil de production dans les mines et dans les grandes plantations de caoutchouc, de café, de cacaoyer, le coton, etc. Donc, cette situation apparemment perdure. Aujourd'hui, il n'y a pas de Belges, il n'y a pas de colonisateurs. Apparemment, c'est entre nous. Comment pouvons-nous sortir de cette difficulté? Après l'indépendance, malheureusement, nous n'avons pas su remettre la personne humaine au centre de nos préoccupations, nos décisions politiques ou économiques. La raison, c'est que l'indépendance du Congo, le 30 juin, contrairement aux pays des traditions britanniques et françaises, l'indépendance a été plus rêvée au Congo que réfléchie. On a plutôt rêvé de l'indépendance. Mais personne ne s'était préparé à assumer les exigences de ce qu'on appelle une indépendance. On n'avait jamais pensé que l'indépendance avait des prix. Et pour mériter cette indépendance, on devait d'abord préparer des gens compétents pour prendre la place des Blancs. De telle sorte que, le lendemain de l'indépendance, le premier Congolais qui avait occupé le poste de Blanc pensait plutôt à jouir des avantages des postes qu'ils occupaient plutôt que rendre le service qu'on attendait de celui qui était assis sur ce fauteuil-là. La conséquence, ça n'a pas duré 3-4 ans, il y a eu frustration du peuple. Parce que le peuple n'était pas servi, il n'y avait pas cette justice qu'on attendait, qu'on avait chantée pendant l'indépendance, et nous avons eu tout de suite les premières rébellions.
avec l'intervention de Mobutu, nous avons assisté à une hypertrophie de la politique au détriment de l'économie. Et nous nous souvenons, quand nous étions à l'école secondaire, d'abord à l'école primaire et à l'école secondaire, le militantisme était considéré comme le critère pour mériter, pour occuper un poste. On te jugeait à partir de ton attachement au mouvement, au parti, le MPR. De telle sorte que beaucoup de gens étaient nommés à des postes, non pas à cause de leur capacité, leur mérite, mais tout simplement à cause de leur militantisme politique. Cette situation va conduire le pays à la décision dramatique que nous connaissons, la zaïrianisation, avec des acquéreurs qui ne connaissaient rien, qui ont pris des plantations, des entreprises aux étrangers, et la gestion a consisté tout simplement à vider les caisses et à liquider les actifs qui étaient là. Les malheurs du Congo se sont prolongés et se sont renforcés à partir de ce moment-là. Et je crains que malheureusement, c'est cette même pratique qui continue aujourd'hui. On le voit dans l'administration. Si tu n'as pas de la sympathie pour le pouvoir, mais tu risques de perdre ton poste. Donc, nous n'avons pas tiré les leçons de l'histoire. Monseigneur, vous êtes un bon professeur et en parlant de l'histoire de notre pays, nous sentons que vous connaissez vraiment cette histoire. Alors, aujourd'hui, comme archevêque de Kinshasa, d'abord comme évêque, depuis que vous avez été sacré évêque, aujourd'hui archevêque de Kinshasa, vous continuez à enseigner dans des universités? Avec ma responsabilité, je ne peux plus enseigner de façon académique. Depuis ma nomination, j'étais à Bukungu Ikela. L'UCC a toujours demandé que je garde quelques cours en théologie, surtout la morale fondamentale. Mais quand on a la charge d'un diocèse, ça devient extrêmement difficile, presque impossible, de garder une charge horaire dans une université. Cependant, un prêtre, et particulièrement un évêque, est professeur, dans le sens qu'il est docteur de la parole de Dieu. Il continue à enseigner, non pas de façon académique, mais il enseigne tout le peuple. Et je crois que je continue à faire le professeur de cette manière-là. En dehors de la morale, vous avez encore un domaine qui vous intéresse beaucoup, c'est que vous lisez beaucoup. En dehors de ce que vous êtes, là, vous êtes spécialiste. J'ai fait une thèse de doctorat en théologie morale. Mais la particularité de la morale, c'est que la morale, c'est le regard de Dieu porté sur tous les domaines, que ce soit l'économie, que ce soit la politique, que ce soit le socio-culturel, c'est-à-dire l'éducation, la santé, le développement. Il n'y a aucune question qui échappe aux moralistes. Par conséquent, un bon moraliste est d'abord quelqu'un qui est bon en exégèse, la parole de Dieu, parce qu'il jette le regard de la parole de Dieu sur la réalité concrète pour pouvoir évaluer. Il doit avoir une bonne base en Écriture sainte pour pouvoir se prononcer sur les questions en relation avec la médecine. Il faut une certaine base, une certaine connaissance de la médecine. Autrement, tu ne peux pas enseigner la bioéthique. J'ai été professeur de bioéthique pendant plusieurs années. Il faut t'intéresser, apprendre ces domaines-là. J'ai été professeur de l'éthique des affaires, ce qu'on appelle business éthique. Mais tu ne peux pas enseigner l'éthique des affaires si tu ne connais pas le minimum de l'économie, comment fonctionne le système économique. Ainsi, le moraliste
à la différence des autres spécialistes, il ne se focalise pas seulement dans son domaine à lui, il ne connaît pas que ça, mais il est obligé de maîtriser aussi les autres domaines pour pouvoir y jeter le regard de Dieu, la parole de Dieu sur ces réalités. Donc, si je comprends bien, dans l'interdisciplinarité, la morale devient une sorte, je ne sais pas moi, d'arbitre ou un fournisseur des matières ou d'un juge qui est capable d'aider les autres sciences. Il est spécialiste en questions éthiques dans le sens que c'est la personne qui se donne cette discipline de se renseigner, de se former sur tous les domaines pour pouvoir entrer en dialogue, mais en dialogue de qualité avec les spécialistes de ces domaines-là. Si je me mets à discuter avec des médecins sur des questions éthiques, mais je dois connaître comment le système fonctionne. D'accord. Si je dois me prononcer sur l'utilisation, par exemple, de le recours à la fécondation artificielle, mais je dois comprendre comment ça se fait, ce qu'on appelle fécondation in vitro, fécondation avec donneur. Il faut connaître comment ces choses-là fonctionnent. Autrement, le médecin va dire, mais tu te prononces sur quelque chose que tu ne connais pas. Donc, c'est ça. L'exigence de notre métier fait que nous puissions nous intéresser à tous ces domaines pour le connaître, non pas comme les spécialistes du domaine, mais à un niveau suffisamment acceptable, suffisamment bon pour nous permettre d'entrer en dialogue avec les autres. Merci beaucoup, Monseigneur. Et nous chutons petit à petit. Je voudrais savoir, depuis que vous êtes scientifique, vous avez publié déjà combien d'ouvrages? Il y a d'abord ma thèse qui a été publiée et ensuite c'était plus des articles. Parce que pour pouvoir continuer à l'UCC, c'était plutôt des articles. Mais depuis, bon, je ne suis plus scientifique au sens académique du mot. Je suis plus aujourd'hui un pasteur. Un pasteur qui parle le langage du peuple. Donc, il m'est aujourd'hui pratiquement impossible de tenir un discours du type académique, un discours désincarné, réservé à des spécialistes. Mais je dois apprendre à parler la langue de mon peuple, me faire comprendre de tous. Et c'est un avantage. Tokoti moke na lingala tango o sololi lobi na biso ndenge nini okomaki nganga nzambe obeteli biso solo ma solo yango ndenge penza ezalaki boni esika otangaki ndenge nini posa ezalaki motema pe nganga nzambe oyo nayebi te tokobenge na lingala nini le prêtre de Brousse na lingala donc nganga nzambe akotambola okati ya esobe po ya ko te ya bato banso bazali paroisse nyonso ezali na kati ya esobe bongo lelo oyo bo papa episkopo ya Kisasa likanisili ya yo penza po ya mosala moyo kosala Kisasa ezali nini? Nalobaki yango lomingo loleki nauti kokoma awa au archidiocèse ya Kinshasa atako nazali mopaya te awa na Kinshasa. Nazali awa na Kinshasa depuis 1984. Nayebi mwa réalité ya Kinshasa. Kasi bo episkopo nasengeli liboso kotala koyoka pona yeba réalité na yeba défi pastoraux eloko nini esengeli eloko nini archidiocèse esengeli na yango penza pote boyambi bokola epai ya bakristo babiso. Eloko ya liboso na bandi na silaki kobanda tango nazalaki episkopo wa Lukumu Mokitani coadjuteur
lelo nazali épiscope wa Lukumu métropolitain oyo nyonso nasilaki koyoka pe komono na mayema so na kobanda koyeba yango mikolo miye na kobenga likita na kobenga bandeko ba collaborateur to pote to banda ko manyola to tala eloko nini to sala pote to zongisa ba structure na archidiocèse na sima soko to telemisi ba structure to koluka pe okati ya bandeko ezala banganga nzambe ezala bamibonza banyango basango bamufelele to balaike baye balingi ecclesia baye bazali bato baboyambi solo pe bazali na compétence na badomaine wana to kobanda kolubola bango pote to tia bango basalisa biso na bastructure wana nazali awa po ya boyambi wana yebani pote boyambi bokola boyambi bopalangana o archidiocèse ya biso me nayebi te boyambi bokokola te soki tozali na makoki mpo na kosalela yango te na kosala mosala mpo ya bolamu bwa milimo mpe mpo ya bolamu bwa nzoto zambi na ye awa mpo ya bato mpe bato oyo nzambe apesi ngai bazali molimo mpe bazali nzoto makambo ebele mokili motondi makambo ebongo motuna mosusu mozali boye ba relation nini ozali na yango lelo na bandi bongo nazwi kaka bato basato nazwi papa François nazwi cardinal Laurent Mosengo nazwi pe supérieur majeur ya bacapucin relation nini ozali na yango ndenge nini bokolaboraka na bango tango ozali liboso ya pape François ndenge nini bozali kosala mosala devoir na yo nini liboso na ye pe archevêque oyo auti ko précéder yo na ye pe liloba lizali pe supérieur majeur ya bacapucin esika yo outi papa François ye azali mokonzi ya biso basa azali pe mokonzi wa yo soko ayebaka ngai te mbele atindi ngai awa te toyebani na ye liboso penza na cadre ya mosala ye azali papa ngai nazali épiscope bo épiscope nasengeli kokende epai ya papa kopesa ye rapport ya mosala mwa ngai ebandi bongo na barencontre na cadre ya mosala pe na nsima tango tobandaki dialogue awa na Kinshasa na ndeko wa ngai monseigneur Marcel Utembi archevêque ya Kisangani pe président ya Senko abandaki pe kobenga biso kokende kuna kosolola na ye pona likambo litali ekolo ya biso Kongo boyebi ezalaki kaka na Nirekomei tango alubolaki ngai bo archevêque métropolitain ya Mbandaka Bikoro totikaki dialogue awa tokei na Mbandaka po ya milulu mia prise de possession canonique na nsima tozongaki awa mpona kokoba dialogue national depuis lors toyebani ayebi mosala ngai nazali kosala pe boyebi te Roma ezali lokola biso awa na Kongo te bato ya Roma bazali na sens ya histoire tango ye akomi papa abandi kotala mosala nazali kosala na kanisi ayebaki pe makambo misala ngai nasalaki liboso tango nazalaki na bokungu ikela tango papa Benoît XVI atindaki ngai na kole diocèse kuna bakabwanaki bato bazalaki koyoka na okati na bango te bondeko bozalaki lisusu te atindaki ngai pote nakende kosalisa pe nasalisi nsima ya mibu sambo pote bato bakristo bandeko ya kole bayoka na okati na bango nakanisi ye moko azwaki pe barapport ya misala nasalaki liboso donc nazali na rapport excellent
na ye na papa azali papa na kuki kosolola na ye lokola nazali kosolola na yo te mais à travers ba service na ye mingi penza secrétairerie d'état tozali na contact na ye cardinal Paroline nazali na contact na préfet de la congrégation pour l'évangélisation du peuple oyo azali mokonzi na biso ministère oyo ya biso na Roma ezali cardinal Filoni. Donc nazali na très très bon rapport na papa à travers ba structure à travers ba service na ye na kulutu na ngai cardinal Laurent Mosengo bino moko bomonaki na miso tango remise reprise esalemaki tango afandisi ngai na ngwende ya archevêque ya Kinshasa bino bomonaki na elongi esengo kani azalaki na yango mokolo wana elakisi polele te mpo na ye présence na ngai ezali mpe esengo mpo na ye tozali na très très bon rapport tozali kosala mosala motema moko ye ayebi te abandaki ngonga na ye esili akombi archevêque émérite akotikala na biso tosengeli na expérience na ye tokosalisa ye mpe akosalisa biso na expérience ye azali na yango supérieur général nazali capucin ata nakomi archevêque ya Kinshasa nazali capucin mpe nakokufa bo capucin wana bakoki kolongola yango te nazali na relation très très proche na bango boyebi esika na fandaka ezali mabele na bango ezali ndako na bango mpe bango bazali kosalisa ngai mingi bapesi mpe ngai confrère moko oyo atambolaka na ngai soko nakei boko misala mingi penza mpona célébration sango Tarsis ye azali capucin mpona koloba te baconfrère na ngai bazali nsima na ngai mpe bazali vraiment disposé mpona kosalisa ngai makambo ebele mokili motondi makambo bongo moi motuna ya ata liboso motuna suka émission ezali émission Noblesse oblige. Alors c'est une émission attachée à l'aumônerie diocésaine de la culture et des arts. Alors quelle est la place de l'art dans la vie de Monseigneur Ambongo, archevêque de Kinshasa? Un homme sans culture, c'est un tombeau, c'est une ruine. Et je crois que dans ces pays, on ne donne pas assez d'espace à ce qui relève de l'art et culture. Nous ne donnons pas suffisamment de l'importance à ces choses-là. Mais moi, je crois, et j'y tiens énormément, la culture, c'est comme l'âme d'un être humain. L'art, c'est la symbolisation de ce que nous vivons à l'intérieur. Et étant pasteur ici, si je prends seulement le secteur de la liturgie, c'est le secteur qui symbolise, qui ramasse tout ce qu'on peut appeler l'art pour dire quelque chose au peuple de Dieu. Moi, dans mon ministère ici, je souhaiterais que nous remettions la place de l'art au centre de la liturgie. Comment développer l'art en termes de culture intellectuelle, mais aussi en termes de culture artistique, plastique, tout ce qui peut symboliser quelque chose de valable et qui peut parler au peuple. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un domaine qui est un peu négligé. Et je souhaiterais qu'avec l'aide de tous les spécialistes, Kinshasa ait cet avantage, que nous avons beaucoup de gens compétents dans les différents domaines de l'art, qu'on puisse y réfléchir du point de vue de la foi, comment valoriser
certaines œuvres artistiques, culturelles, pour que le peuple puisse revenir à la culture. Merci beaucoup, Monseigneur. Monseigneur a eu un parcours élogieux. La dernière question dans sa vie. Supérieur, j'ai écrit ça ici, supérieur majeur des frères mineurs capucins de la RDC, président de la Souma, évêque diocésain de Bukungu-Ikela, administrateur de Mbandaka, vice-président de la Senco en juin 2016, archevêque de Mbandaka le 12 novembre 2016, archevêque ou adjuteur de Kinshasa le 6 février 2018, administrateur de Mbandaka depuis le mois d'avril, archevêque de Kinshasa depuis le 1er novembre 2018. Pourquoi vous avez été tant ciblé de partout? Apparemment, vous avez été vraiment ciblé et que vous inspirent tous ces événements. Peut-on dire aujourd'hui que l'archevêque de Kinshasa, c'est un homme comblé? Bon, d'une certaine manière, oui. Mais je dirais plutôt que tout ce qui m'arrive, vous avez cité toutes ces différentes responsabilités que j'ai assumées, ce sont des responsabilités que personne ne cherche. Ce sont des responsabilités pour lesquelles on ne fait pas de campagne pour avoir ces postes-là. Ce sont les autres qui parlent de vous et qui décident qu'ils pensent que vous êtes peut-être la personne la mieux placée à occuper ces postes. Dans ce sens, pour moi, je dis, ces parcours me renvoient à ma personne pour dire adopte une attitude de gratitude vis-à-vis des autres. Parce que les autres t'ont toujours fait confiance, toi aussi, fais-leur confiance. Continue à développer cette confiance aux autres, parce que ni t'étais la confiance des autres, je n'aurais jamais assumé, je dirais même aucune de toutes ces responsabilités. Ce sont les autres qui ont estimé que j'avais quelques qualités pour pouvoir occuper tel ou tel poste. Donc, pour moi, ça me renvoie à ma propre personne en termes d'humilité devant les autres et ça me pousse à développer une attitude de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis des autres avec cette ferme conviction que les autres n'ont fait que refléter la confiance que le Seigneur a en moi. Merci beaucoup, Monseigneur. Fidèles téléspectateurs, voici la noblesse oblige, c'est son noble. Alors, Monseigneur, vous avez une dernière réponse à une question que nous n'avons pas pu poser? Ben, je crois que nous avons terminé toutes les questions. Et si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est plutôt inviter notre peuple à rentrer dans la nouvelle dynamique que nous sommes en train de lancer au niveau de l'archidiocèse sur le plan pastoral, Omnia Omnibus. Il n'y en avait pas cette question, ben, pourquoi ce changement de devise? C'est parce que les défis sont différents. Quand Merci. j'ai été envoyé à Bukungu-Ikela en 2004, les défis étaient différents à Bukungu-Ikela. Transféré à Mbandaka Bikoro, les défis étaient différents. Aujourd'hui, à Kinshasa, c'est une évidence que les défis pastoraux auxquels je suis confronté ne sont pas les mêmes défis que dans les deux diocèses d'où je viens. Merci beaucoup, Monseigneur. Vous avez suivi cette émission, vous avez aimé. Continuez à suivre cette émission, vous allez découvrir nos grandes personnalités. Comme je l'ai toujours dit, ces personnalités qui deviennent finalement des personnages, des personnes à imiter parce qu'elles nous montrent généralement la lumière et nous montrent le chemin par lequel nous devons marcher. Et Monseigneur, avant de finir, nous avons notre livre d'or ici. Si vous pouvez y laisser un mot et à la fin de ce que vous allez écrire, vous le lirez pour que les gens puissent le savoir. Merci de nous avoir accordé ce temps. Makambo ebele mokili motondi makambo makambo
makambo makambo ebele mokili motondi makambo makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyoka kaonse ya motema mposa ya kokumisa mosusu akumisi nzambe ya lokuta na ya bikeko mosusu akumisi nzoto ya mwasi nzoto ya mobali mosusu akumisi mosolo motuka to bilamba ngai mpe mose ya motema nayoki mposa ya kokumisa kasi nalobi nakumisa nani nakumisa nini nakumisa nani ntango nalobi nakumisa nzambe ya lokuta nyonso wana ezali se lokuta ntango nalobi nakumisa moto moto azali se ya ye ntango nalobi nakumisa mosolo to bilamba se ezali se mpamba nakumisa nyama to nzete to mbisi nyonso se ya ye mozalisi ya bikolo na se ya biyebi komonono na biyebi komonono te yango 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 wana ye nzambe oyo ayebi esengeli na moto nyonso akobatelaka banso atoyo bayebi ete akosalisaka moto makambo 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 ebele mokili motondi makambo makambo. Avec toute ma gratitude à l'émission La Noblesse Oblige, qui m'a donné l'occasion de revivre mon histoire. Or, l'histoire aide à mieux vivre le présent en vue d'un meilleur avenir. Puisse cette émission raviver nos consciences endormies pour un sursaut de foi et de dignité. Fait à Kinshasa le 30 novembre 2018. Fridolin Ambongo.